Donald Trump est-il parti pour rester à la Maison-Blanche pour un troisième mandat, et ce, malgré l'interdiction selon la loi? Alors ce lundi encore, le président des États-Unis déclarait qu'il adorerait poursuivre avec un troisième mandat avant de nuancer ses propos, mais pourtant certains de ses proches affirment qu'une préparation est en cours. Alors un Donald Trump président encore en 2028 et après, est-ce possible? Comment pourrait-il y parvenir et pourquoi est-ce que ça fait autant réagir? On va faire un point factuel sur le sujet, on va aussi analyser la stratégie de communication de Donald Trump. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Et au passage, avant de commencer avec ce sujet, pour ceux qui l'ont pas suivi, on est maintenant à quelques jours tout juste du lancement de mon premier livre, ma première bande dessinée en l'occurrence, qui s'appelle Hugo Décrypte en Russie. Le principe, il est très clair, à travers donc cette bande dessinée, de connaître l'histoire de la Russie, mais aussi analyser le discours notamment de Vladimir Poutine aujourd'hui. Un discours avec une ambition clairement impérialiste aujourd'hui, et un discours dans lequel il fait beaucoup référence à l'histoire, et donc l'objectif avec cette bande dessinée, c'est aussi justement de déceler le vrai du faux, de déconstruire aussi un certain nombre de choses, et bref, de faire un point sur ce sujet-là. Je suis très heureux de pouvoir vous la présenter dans quelques jours, parce qu'elle sort mardi. Mais si vous voulez accéder à la prévente dès maintenant pour obtenir notamment un livret bonus qui raconte les coulisses de comment est-ce qu'on a pu travailler pendant près de 3 ans sur ce projet-là, et bien c'est très simple, le lien il est en description, faites vite tant qu'il est encore temps, mais ça vous permet donc de le précommander et d'avoir accès à ce livret bonus. Donald Trump a donc de nouveau évoqué l'idée d'un troisième mandat à la présidence des États-Unis, déclarant, je cite, « J'adorerais le faire », tout en nuançant aussitôt en disant, je cite, qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à cette possibilité. Et pourtant, ces derniers mois, le président des États-Unis a multiplié les allusions à une nouvelle candidature, notamment avec ses casquettes Trump 2028, qui font écho donc aux appels de ses partisans à se présenter à l'élection de 2028. Ces casquettes, elles sont disponibles à l'achat pour $50 pour ceux qui se posent la question. Trump 2028, c'est donc une façon pour Trump de s'enrichir, mais pas que, puisqu'il y a de nombreuses déclarations de certains de ses proches. On peut penser par exemple à Steve Bannon. Steve Bannon qui est un peu moins proche de Trump aujourd'hui, mais qui était l'un de ses plus proches conseillers lors du premier mandat. Il a récemment assuré dans une interview aux médias britanniques The Economist, Trump sera président en 2028. Les gens doivent se faire à cette idée. Alors on va voir les réactions et analyser ce discours des proches de Trump dans un instant, ainsi que de Trump lui-même. Mais déjà, que dit la loi sur cette question? Eh bien, la Constitution américaine, donc la norme suprême du pays, elle est très claire sur le sujet. Le 22e amendement, qui a été adopté en 1951, indique qu'aucune personne ne peut être élue plus de 2 fois au poste de président. Cette règle, elle a été instaurée après les 4 mandats de Franklin D. Roosevelt, afin d'éviter en fait qu'un président reste trop longtemps au pouvoir et pour protéger donc le principe démocratique de rotation du pouvoir. Alors maintenant qu'on a dit ça, Donald Trump a-t-il tout de même un moyen de briguer un troisième mandat à la Maison-Blanche? Eh bien la semaine dernière, Steve Bannon a affirmé qu'il existait un plan pour qu'il puisse le faire, sans en préciser la nature. Et parmi les hypothèses qui sont évoquées parmi les proches de Trump, l'idée la plus médiatisée, c'est celle que Donald Trump pourrait se présenter comme vice-président en 2028. Ce serait alors son actuel vice-président J.D. Vance qui se présenterait à la présidentielle et lui serait donc son vice-président. Et en cas de victoire, eh bien J.D. Vance pourrait alors démissionner, laissant la place à l'actuel président des États-Unis. Alors interrogé à ce sujet-là, Trump a reconnu que c'était une méthode parmi d'autres, mais il a ajouté qu'il ne le ferait pas. Selon lui, cela ne serait, je cite, pas bien, et cela reviendrait, je cite, à faire le malin. Bon, mais ça c'est les propos de Trump. En réalité, de toute façon, en théorie en tout cas sur le plan légal, cette manœuvre, elle est impossible. La Constitution indique qu'une personne inéligible à la présidence ne peut pas être éligible au poste de vice-président. Bref, la Constitution ne le permet pas. Alors l'autre option potentielle d'un point de vue légal serait de modifier la Constitution pour permettre un troisième mandat. En théorie, c'est quelque chose qui est envisageable, mais en pratique, ça paraît quasiment impossible. En dehors de la question du temps que ça pourrait demander, ça nécessiterait aussi une majorité des 2/3 au Sénat et à la Chambre des représentants, puis l'approbation des 3/4 des États, soit 38 sur 50. Et je rentre pas dans les détails, mais dans la situation actuelle, c'est quelque chose là aussi qui est extrêmement peu probable. C'est ce qui fait dire donc à Trump aujourd'hui qu'il n'est pas autorisé à se présenter à une nouvelle élection, ajoutant, je cite, que cela est dommage, puisqu'il est selon lui à son plus haut niveau dans les sondages. Bon, et ça, au passage, factuellement, c'est faux. Sa cote de popularité est en baisse au fil des mois selon plusieurs sondages, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais alors, si Donald Trump sait qu'a priori il ne pourra pas briguer un troisième mandat, quel intérêt a-t-il à faire régulièrement planer une forme de doute sur cette question-là? En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent permettre de l'expliquer. La première motivation potentielle de Trump, c'est l'idée de provoquer. Trump le sait, en faisant cela, au-delà de se faire de l'argent avec ses casquettes qu'on vient d'évoquer, il provoque des réactions de ses opposants qui y voient une forme de manœuvre qui serait clairement contraire à la loi et anti-démocratique. La deuxième motivation potentielle, elle est plus insidieuse, ce serait l'idée d'installer dans le débat
débat public le fait que l'idée de rester plus longtemps à la Maison-Blanche, ça pourrait être à terme une option. En effet, même lorsque Trump présente une idée sur le ton de la plaisanterie, celle-ci, elle est généralement immédiatement reprise par ses partisans, ce qui peut finir par lui donner un poids réel dans le débat public. Mais la troisième motivation, potentiellement la plus importante, l'idée de faire comprendre qu'il est prêt à s'affranchir des règles, y compris des règles démocratiques. Alors je vais pas revenir sur tous les moments où Donald Trump a eu des manœuvres jugées comme antidémocratiques, entre la censure de mots dans la recherche, le déploiement de la garde nationale dans certaines villes démocrates sans l'accord des gouverneurs, des prises de décision aussi par exemple sur les droits de douane prises sans la validation du Congrès. On peut aussi parler des pressions exercées sur les cabinets d'avocats ou encore sur les médias. Bref, si vous suivez régulièrement la chaîne, vous êtes au courant de ces sujets-là. Mais donc ça peut être une façon d'affirmer une nouvelle fois en quelque sorte qu'il souhaite s'affranchir d'un certain nombre de règles ou d'un certain nombre de principes démocratiques. Dans tous les cas, au vu de toutes les questions que vous nous avez posées sur le sujet ces derniers jours, ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus et d'analyser aussi la stratégie du président des États-Unis. Je vous laisse avec Julie pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un nouveau point sur la situation dans les Caraïbes où au moins 30 morts ont été recensés après le passage de l'ouragan Melissa selon un bilan provisoire. En Haïti, des pluies s'abattent sur l'île depuis une semaine, provoquant des inondations dans tout le pays et faisant au moins 24 morts et 18 disparus. Il s'agit du bilan le plus élevé pour l'instant parmi les pays touchés. La Jamaïque, qui a été frappée par l'ouragan à son plus haut niveau d'intensité, et Cuba, qui compte plus de 700 000 personnes évacuées, pourraient voir leur bilan s'alourdir à mesure que les zones sinistrées redeviendront accessibles. L'ouragan Melissa a progressivement perdu en puissance, il a rétrogradé en catégorie 1 selon le Centre national des ouragans. Il prend actuellement la direction des Bahamas où une tempête est attendue ce jeudi. Deuxième actu, le président de la Russie Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi l'essai de super-armements, donc des nouveaux engins capables de porter une charge nucléaire. Le premier, baptisé Poséidon, est un drone sous-marin impossible à intercepter une fois lancé selon le président russe, et qui n'aurait aucun équivalent dans le monde en termes de vitesse et de profondeur selon lui. Concernant le deuxième engin, c'est un missile à propulsion nucléaire appelé Burevestnik qui serait quant à lui d'une portée illimitée, c'est-à-dire capable d'atteindre n'importe quelle cible dans le monde et serait lui aussi impossible à intercepter selon la Russie. Ces déclarations sont à prendre avec précaution car rien ne confirme réellement l'existence de telles armes. En tout cas, elles ont provoqué la réaction de Donald Trump qui a qualifié d'inappropriées ces annonces. En réponse, le président américain a ordonné ce jeudi à la surprise générale la relance immédiate des essais d'armes nucléaires des États-Unis qui ont été interrompus depuis 1992, soit il y a plus de 30 ans. Il a également donné la permission à la Corée du Sud de construire un sous-marin nucléaire dans le chantier naval de Philadelphie aux États-Unis. Troisième actu, au Brésil, au moins 132 personnes ont été tuées à Rio de Janeiro dans la plus importante opération antidrogue de son histoire, selon un bilan des services du défenseur public, un organe de l'État de Rio qui offre une assistance juridique aux plus démunis. Mardi, 2500 policiers ont participé à cette vaste opération contre le Commando Vermelho, principal groupe criminel de la ville dans des favelas au nord de Rio. Le gouverneur de l'État de Rio, Claudio Castro, a salué une opération réussie, revendiquant 113 arrestations et 4 policiers tués. Mais le président Luiz Inácio Lula da Silva s'est dit sidéré par le nombre total de morts. Certains locaux, cités par le média The Guardian, dénoncent un massacre reprochant aux policiers d'avoir mené des exécutions au lieu d'arrestations. La Cour suprême brésilienne, la plus haute juridiction du pays, a convoqué le gouverneur pour s'expliquer sur les actions des policiers. L'audience aura lieu la semaine prochaine. De son côté, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a exprimé une vive inquiétude. Il a appelé à une enquête rapide sur cette opération. Quatrième actu, le président des États-Unis Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés ce jeudi à Busan en Corée du Sud pendant plus d'1h40. À la suite de cette réunion, Donald Trump a annoncé la réduction immédiate des droits de douane sur certains produits chinois, passant de 20% à 10%. Ces droits de douane avaient été augmentés par le passé par Trump en représailles au contrôle jugé insuffisant de la Chine sur le trafic du fentanyl, un médicament qui est très puissant contre la douleur, mélangé et consommé comme drogue aux États-Unis. Les deux pays ont conclu un accord d'1 an reconductible sur l'approvisionnement mondial en terres rares, des matériaux essentiels sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole. Le président américain a par ailleurs annoncé que la Chine allait acheter dès maintenant de grandes quantités de soja et d'autres produits agricoles. Concernant la guerre en Ukraine, les États-Unis et la Chine ont convenu de travailler ensemble pour tenter d'obtenir des avancées diplomatiques. Cinquième actu, pour la première fois, un texte porté par le Rassemblement national a été approuvé par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une proposition de résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Cet accord, il a été signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie et il accorde aux ressortissants algériens des droits particuliers en matière de circulation, d'immigration et de séjour en France. Il leur permet notamment d'obtenir
obtenir un titre de séjour de 10 ans via une procédure accélérée et favoriser les regroupements familiaux. Le vote est passé à une voix près, 185 pour et 184 contre, grâce à l'appui notamment du parti de droite Les Républicains, ainsi qu'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ex-premier ministre sous Emmanuel Macron. Le Parti socialiste et les écologistes ont critiqué l'absence de nombreux députés macronistes, dont Gabriel Attal, au sein de l'hémicycle, ce qui aurait facilité selon eux l'approbation du texte. La présidente écologiste Cyrielle Châtelain a dénoncé un texte raciste et regretté qu'il ait manqué une voix pour empêcher l'adoption. Marine Le Pen a de son côté qualifié cette journée d'historique pour son parti. Bon, il y a à noter que ce vote reste symbolique, une proposition de résolution n'est pas contraignante et le gouvernement n'a aucune obligation de l'appliquer. Petit ajout de dernière minute, on vient de l'apprendre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé ce jeudi soir qu'il fallait renégocier l'accord de 1968 suite au vote ce matin à l'Assemblée. 6e actu, 2/3 des produits vendus sur les plateformes chinoises Shein et Temu seraient non conformes aux exigences européennes, avec des risques réels sur la santé, selon un test mené par l'association UFC Que Choisir et 3 associations consommatrices danoises, belges et allemandes. Pour réaliser cette enquête, 27 chargeurs, 27 jouets et 27 bijoux ont été achetés sur chaque site. Et sur chaque lot, de nombreux problèmes ont été repérés, comme des risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie avec les chargeurs, mais aussi des substances dangereuses dépassant très largement les normes autorisées sur les jouets, ou encore des taux très importants de métaux toxiques dans les bijoux. Temu assure avoir retiré les produits incriminés et réaffirme prendre très au sérieux la sécurité des produits. À noter d'ailleurs que l'étude intervient alors que Shein prépare l'ouverture de 6 boutiques en France, à Paris, Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges. Dernière actu rapidement, 5 nouvelles personnes ont été interpellées ce mercredi en région parisienne, 10 jours après le cambriolage du musée du Louvre. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la procureure de Paris sur RTL. Parmi eux, un des cambrioleurs présumés, des traces ADN pourraient le relier au vol. 2 hommes avaient déjà été arrêtés samedi soir et ont été mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. La procureure n'exclut pas que le cambriolage ait été mené par un groupe plus large que les 4 malfaiteurs présents sur les caméras de surveillance. Pour l'instant, aucun des bijoux volés n'a encore été retrouvé. Merci beaucoup Julie pour ces actualités. Alors je le disais en début de vidéo, pour bien accéder à la prévente de la bande dessinée, n'hésitez pas tant qu'il est encore temps, je vous mets le lien directement en description. Autrement c'est bd.hugodecrypt.com. Et à part la prévente, ce sera disponible partout, notamment dans la librairie près de chez vous à partir de mardi. Donc n'hésitez pas à en parler à votre libraire pour vous assurer qu'il l'a déjà. Autrement vous pourrez l'obtenir mardi. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.